Zitiv, nous vous promettons une demi-heure d'informations économiques positives et de bonnes nouvelles spéciales Lot-et-Garonne à l'occasion de ces rencontres des prix de l'économie néo-aquitain 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue ici à Boé, sa très belle salle qui nous accueille aujourd'hui à côté d'Agen pour parler des entreprises du Lot-et-Garonne et des lauréats de nos prix de l'économie 2020. Une édition spéciale adaptée à la crise sanitaire provoquée par la Covid. Habituellement, nous accueillons des centaines de personnes, mais le Covid nous l'interdit cette année. Pas de soirée au Parc des Expos, pas de montée sur scène, pas de buffet convivial, mais cette émission en live tout aussi chaleureuse. Un rendez-vous à voir et à revoir, à partager même grâce au replay et à retrouver sur les sites de sudouest.fr, des Néo-Aquitains et sur le site de la Banque Populaire. Une opération possible grâce aux co-organisateurs de ces prix, ils sont deux, la Banque Populaire Occitane, ici sur ce département, et le journal Sud-Ouest. Merci aussi à nos fidèles partenaires, la région Nouvelle-Aquitaine, Catch Business School et Poy International. Avec eux, cette année, nous avons pris une décision, celle de faire ce virage numérique, une transition que de nombreuses entreprises vivent aujourd'hui. La transition sera d'ailleurs le mot-clé de cette émission. On salue justement notre grand vainqueur Nouvelle-Aquitaine et on rappelle son nom de l'an passé, c'est l'entreprise Schisler. Elle est spécialiste de l'emballage, elle est passée au tout carton. On lui fait un petit clin d'œil avec notre décor. C'est aussi pour nous l'heure de la transition. Enfin, merci à nos partenaires départementaux, la CCI du Lot-et-Garonne, Domo France, l'agglomération d'Agen et la Technopole Agen-Garonne. Il est temps de saluer les lauréats de cette édition, de ce département. Ils ont été élus, choisis par le jury. Les membres du jury s'étaient réunis en septembre, je le rappelle, l'année dernière. Pour le prix de l'innovation, on va féliciter Cirprefa, une entreprise basée à Feuillé, représentée ici par Hugues Philippe. Pour le prix de la start-up, votre voisin Cyril Rouffet, société Gilles Foot, mais je préfère appeler votre société par le nom de sa marque, c'est PAPS, on va en parler tout à l'heure. Et puis enfin, le prix départemental avec vous, Nicolas Fillon, bienvenue aussi. Vous représentez l'entreprise 200 Gosses, qu'on ne présente plus ni dans ce département, j'ai presque envie de dire, ni dans le monde, tant vous êtes développé au niveau international. Un parcours particulier, effectivement, pour vous, Nicolas Fillon. Vous êtes le leader français des biosolutions. Vous employez 830 salariés dans le monde, 530 en France. Vous faites 70% du chiffre d'affaires à l'export. Est-ce qu'on peut encore développer l'international avec cette période ? Oui, bien sûr. Alors, on est fiers du parcours, mais surtout, on est convaincus qu'avec ce qui nous arrive, cette pandémie, les bases de l'agriculture dans lesquelles on opère sont des bases solides. Et voilà, avec des moyens adaptés, on estime pouvoir continuer le développement de l'entreprise. Justement, sur cette question de l'export, VS le Covid et la pandémie, ça a été un coup de frein sur cette année ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est quand même développé ? Alors, l'agriculture a été très résiliente. Pendant le confinement, on a continué à se nourrir. Nos agriculteurs ont continué à travailler, à opérer. Et le modèle de l'entreprise avec ces salariés qui sont aujourd'hui, comme vous l'avez rappelé, répartis dans de nombreuses filiales internationales, nous a permis de continuer à travailler, je ne vais pas dire normalement, on a subi les contingences de toutes les entreprises, mais par contre on a délivré, comme on dit, et on est plutôt satisfait de notre campagne. Alors ces salariés, justement, ils sont 18 unités dans le monde entier. Est-ce qu'il y a des jours où c'est un handicap de piloter tout ça depuis le Lot-et-Garonne ou est-ce que c'est plutôt un atout ? Nous ne le considère pas du tout comme un handicap. C'est vrai que le centre névralgique, il est ici, à Agen, dans le Lot-et-Garonne. C'est là qu'on a les centres de décision, mais on a quand même énormément décentralisé. On a un mode qu'on essaie de maintenir agile, avec des prises de décision au plus près du terrain. C'est aussi... Vous le savez, le modèle historique de l'entreprise, avec un capital détenu majoritairement par ses salariés. Et je crois aussi que c'est cet engagement et cette grande conviction dans le projet d'entreprise qui nous ont permis de traverser cette période difficile avec un engagement des collaborateurs et puis surtout une grande confiance dans le projet d'entreprise. Alors l'agilité, vous venez d'en parler, c'est un peu le maître mot pour les startups. On a donc un prix startup cette année, c'est vous, Cyril Rouffet. La petite histoire veut, et vous allez nous le confirmer, que vous avez créé votre entreprise en pensant d'abord à vos enfants. C'est bizarre, je connais que les vôtres qui font ça, se gaver de gâteaux d'apéro, il faut dire ce qui est. Et donc vous avez dit, il faut que je fasse quelque chose de plus équilibré, et donc vous avez créé PAPS. Qu'est-ce que c'est que PAPS ? Alors exactement, PAPS, c'est une entreprise agroalimentaire, une start-up que j'ai créée l'année dernière, qui a pour objectif de proposer au plus grand nombre des produits apéritifs sains
En fait, l'objectif, comme vous l'avez très bien dit, c'était de pouvoir profiter des apéritifs en famille et de ne pas être toujours derrière mes filles à leur dire « arrête, c'est trop gras, c'est trop salé pour toi ». Voilà, l'idée, c'était de leur proposer des produits apéritifs goûteux, savoureux et sains, et pour qu'elles puissent en fait les consommer sans modération. Alors, sans modération, c'est aussi ce qui se passe au point de vue commercial. Vous avez des bonnes nouvelles. Début mars, vous allez pouvoir commencer, vous allez distribuer dans des nouveaux supports. Vous êtes déjà en magasin bio et en grande distri. Vous avez des bonnes nouvelles en matière de grande distribution. Oui, tout à fait. Alors, j'ai un référencement en centrale régionale auprès de Casino qui va être effectif à partir du 1er mars. Et d'autres rendez-vous avec les centrales régionales d'ici le mois de mars avec d'autres gros distributeurs. Et comme vous l'avez dit aussi, un développement dans le circuit spécialisé auprès de magasins spécialisés d'épicerie fine. Donc voilà, pas mal de projets commerciaux qui devraient se déclencher dans les semaines à venir. Des projets commerciaux et des projets industriels, puisque vous avez développé l'outil et que vous avez envie, et vous êtes déjà en train de le faire, d'avoir des produits, mais pas que pour les enfants, comme une marque plus connue. Exactement, donc j'ai profité de cette fin d'année pour développer une nouvelle gamme plus ciblée adulte, on va dire, une gamme plus consensuelle et plus épicée, qui va pouvoir répondre aux attentes de l'ensemble des consommateurs. Comme vous l'avez dit, mon idée de départ était vraiment ciblée vers les enfants, mais il n'y a pas de raison que, si on arrive à faire des bons produits pour les enfants, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas le développer pour tout le monde. Donc effectivement, je peux vous annoncer qu'à partir de début février, d'ici quelques jours, une nouvelle gamme sera sur le marché, toujours sous cette marque PAPS, une gamme voilà, à destination de tout le public, de l'ensemble du public. Donc PAPS, c'est pour les enfants, les papas et les mamans. Merci Cyril. Le prix de l'innovation, vous auriez pu l'avoir avec ces bonnes idées, mais il va cette année à la société Cirprefa. Je vous salue Yves-Philippe, merci d'être ici. Vous êtes le directeur général adjoint de cette entreprise. Je voudrais juste le rappeler 2 chiffres. Vous avez multiplié quasiment par 2 le chiffre d'affaires en 4 ans et vous avez parié sur une usine ultramoderne. Vous avez doublé la surface de cette usine qui a ouvert l'an passé. Vous faites un pari, c'est l'industrialisation de la construction. Quelquefois, ces mots peuvent sembler ne pas aller ensemble. Expliquez-nous le concept. Alors, la CIR, c'est une entreprise industrielle depuis son origine, qui a 60 ans. Et on avait proposé des produits industriels et maintenant, on va proposer des bâtiments industriels. Et c'est du coup, en fait, ce concept-là, c'est-à-dire que comment on peut faire un bâtiment avec les tailles que l'on connaît d'un bâtiment, avec les contraintes techniques, dans une usine. Et bien, effectivement, une usine de 30 000 m² est venue dans le Toninquet, conserver cette implantation dans le Toninquet, pour justement partir sur des bâtiments qui sont clés en main, prêts. Voilà. Concrètement, ça veut dire que les cellules que vous fabriquez, on en parle beaucoup en ce moment du marché des EHPAD, c'est une de vos cibles. Vous parlez aussi du marché pour les chambres d'étudiants. C'est-à-dire que ces cellules, entre guillemets, dans le bon sens du terme, partent toutes faites, finies de l'usine. Tout à fait. Donc en fait, l'innovation qu'on a pu faire d'industrialiser en 2D nos constructions, fabriquer des produits préfabriqués en 2D, deviennent maintenant du 3D. C'est-à-dire qu'on va effectivement faire un module 3D en intégrant toutes les performances de conception, d'optimisation de poids, pour aussi penser à notre CO2, et tout ce qui est lié à l'exploitation des bâtiments et la performance énergétique. Alors, quel est l'intérêt pour le client, puisque vous avez évidemment de nombreux clients qui se pressent autour de ce produit? C'est quoi? C'est le gain de temps? Qu'est-ce qui les intéresse? Alors, ce qui les intéresse, c'est effectivement l'impact, de manière générale. L'impact sur le chantier, l'impact sur la durabilité des produits, et c'est la meilleure façon qu'on peut avoir, c'est de l'industrialiser en usine, et du coup réduire notre impact au moment de la mise en place sur chantier. Donc on va réduire de l'ordre de 40% le temps de chantier, et donc les nuisances aussi aux riverains, les nuisances sur son environnement, parce qu'on peut l'optimiser dans notre usine. Voilà. Alors, vous parliez d'impact, on en a parlé aussi avec Nicolas Fillon. Vous êtes très vigilant aussi sur l'impact environnemental. Vous avez fait une usine moderne, je le disais, qui est totalement autonome en eau. Alors, on ne va pas jouer, je crois qu'il y a encore un raccordement pour les toilettes du personnel, si j'ai bien compris. Exactement. Et vous avez fait 30 000 m² de toit qui sont totalement dévolus à l'énergie solaire. Pourquoi ce choix? Est-ce que c'est un choix, on va dire, militant, ou est-ce que le marché l'oblige et aujourd'hui, on est obligé d'être comme ça? Aujourd'hui, on prétend avec nos solutions, justement, apporter ces performances au bâtiment qu'on va proposer. Le minimum dans cet exercice, c'était de prouver par notre usine que justement c'est économiquement et écologiquement viable. Donc effectivement, notre usine, 30 000 m², est autonome en eau, on recycle la totalité des eaux pluviales, on va produire notre propre énergie et avec notre partenaire Eden Solar. Et on prétend cette performance, cette autonomie, on prétend ça pour nos constructions, on le prétend pour notre usine.
Nicolas Fillon, je rappelle, vous étiez un précurseur à l'époque avec vos solutions bio. Quand vous voyez arriver une start-up qui se tourne vers des produits comme ceux-ci, vers le bio, quand on voit une société qui a 60 ans d'âge mais qui est en train de se tourner aussi vers quelque chose qui limite son impact environnemental, vous dites que la partie est gagnée, que vous vous sentez un peu moins seul, ou est-ce que vous avez déjà vu le vent tourner plus tôt ? Ouais, je crois qu'il reste beaucoup à faire, on en est tous convaincus. Par contre, je pense que ce qui nous réunit entre De Sangos et les entreprises aujourd'hui qui sont autour de cette table, c'est quand même l'innovation. J'écoutais donc les propos de tout à l'heure, c'est clair, hein, c'est des ruptures, c'est-à-dire une façon de voir les choses différemment. Je crois que c'est ce qu'on a fait chacun dans nos domaines d'activité. Par contre, il reste beaucoup à faire et je crois qu'il ne faut pas opposer, et ça vient d'être dit, l'économique avec l'environnemental ou le sociétal. Par contre, il faut arriver à concilier ces trois piliers. Alors ça fait un peu bateau de dire ça, mais je crois que concrètement, quand on est capable d'avoir cette vision long terme et puis surtout de se dire l'innovation est capable de résoudre des équations qui paraissent un petit peu insolubles, on a déjà une partie de l'histoire. Alors, De Sangos l'a fait dans sa partie, c'est-à-dire dans la partie agricole. Il faut l'engagement des collaborateurs. Hein. Je crois que là aussi, si dans l'entreprise, on est peu à partager cette vision, ça va être difficile. Il faut arriver à faire adhérer l'ensemble des salariés. C'est ce qu'on s'efforce de faire au quotidien. Mais je peux vous dire qu'en agriculture et dans plein d'autres domaines, il y a de quoi faire parce qu'on est très loin d'avoir épuisé toutes les marges de progrès. Moi, je suis un éternel optimiste et je le suis aussi beaucoup pour résoudre les équations de la transition écologique. Voilà, mais il faut se retrousser les manches, être positif, vous l'avez dit dans votre introduction, mais je l'appliquerai aussi dans la stratégie d'entreprise. Voilà, pas toujours penser que ça va mal, mais avoir cette foi, cette conviction qu'on a un vrai levier de développement et je pense que les acteurs économiques sont aussi partie prenante. Ce n'est pas uniquement les acteurs politiques qui doivent assurer cette transition. Ça doit aussi être emmené par des entreprises qui ont un leadership en la matière. Alors justement, pour ceux qui veulent comprendre et mieux voir comment ça s'est passé chez vous, dans cette entreprise du Lot-et-Garonne, on va pouvoir avoir un petit extrait dans quelques instants d'un portrait d'entreprise qui vous a consacré, qu'on diffusera sur TV7 demain soir à 18h. Nicolas Fillon, on est venu tourner 2 jours dans votre entreprise pour raconter ce parcours. Je le rappelle, en plus, vous êtes les représentants avec De Sangos, 2 départements pour la finale régionale des Néo-Aquitains. Je vais remercier nos invités et puis on va se retrouver tout de suite, grâce à ce portrait d'entreprise, chez vous pendant quelques secondes. L'altruisme, le partage, le collectif, quand on les retrouve au travail, on ne se pose pas de questions, en fait on fonce. C'est cet état d'esprit d'avancer, d'oser, de prendre des risques qui font que quand on passe le seuil de la porte de De Sangos, en tout cas c'est ce qu'on essaie de promouvoir, on a quand même le sentiment de travailler dans une entreprise un peu différente. Un aperçu Nicolas Fillon qui, j'en suis sûr, donne envie à tout le monde de suivre la suite. C'est demain à 18h sur TV7 pour découvrir l'intégralité de ce portrait d'entrepreneur. Je rappelle une nouvelle fois que vous êtes le finaliste pour la finale Néo-Aquitain 2020. Des entrepreneurs et des entrepreneuses, justement, on va en découvrir d'autres et nos nouveaux invités les connaissent bien. Sylvie Ducos, bonjour. Vous êtes de Catch Business School, vous êtes responsable du programme en formation continue. Tariq Lawani, bonjour, vous êtes le représentant aujourd'hui du président Rousset en tant que conseiller régional. Et enfin, Philippe Allary, dois-je vous présenter, vous êtes le co-organisateur de ces rendez-vous, vous êtes le directeur de réseau entreprise et gestion privée de la Banque Populaire Occitane, je ne me trompe pas sur ce territoire, on est ravis d'y être, et le co-organisateur de l'événement. Avec vous, on va reféliciter, si vous voulez bien, Philippe, les nouveaux lauréats du Lot-et-Garonne, mais nous saluons également toutes les entreprises qui étaient candidates, qui ont été nommées par le jury. On les remercie et elles représentent, elles aussi, on peut le dire, la dynamique de ce département. En parlant de dynamique, on va faire une photo instantanée de l'activité de ce département. On va voir une infographie qui va nous permettre de mieux comprendre ce qu'on produit ici. Et on va voir avec Tariq Lawani justement que les produits agroalimentaires, on en parlait avec nos invités tout à l'heure, et les produits pharmaceutiques, un peu plus discrets sur cette table ronde, sont des poids lourds de l'activité. Mais c'est très diversifié en fait, on ne peut pas faire une photo simple, aussi simple. Comment vous faites à la région avec ce plan de relance pour aider tous les secteurs ? Alors, vous vous en doutez, l'industrie agroalimentaire sur ce département joue un rôle majeur
vous l'avez rappelé, c'est 433 unités en 2020 pour plus de 4689 équivalents temps plein et pour un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros. Naturellement, la région Nouvelle-Aquitaine aide ces industries-là. Pour ce qui concerne le département de Lot-et-Garonne, nous les avons accompagnés en 2020 à hauteur de 7,5 millions d'euros. Au-delà de ces aides-là, il y a également le programme Usine du futur, sur lequel nous accompagnons de nombreuses pépites lot-et-garonnaises. Je pense à UG, à Unicoque, à Sudensol ou encore à Roucadil. Force est de constater qu'en 2020, les programmes d'investissement ont été très soutenus, et ce, malgré le contexte de crise sanitaire. S'agissant sur la question pharmaceutique, le président Alain Rousset a souhaité, dès mars 2020, mettre en place un groupe de travail visant à envisager la relocalisation de certaines activités en Nouvelle-Aquitaine. Là-dessus, avec un double objectif. D'une part, dans un contexte de crise sanitaire, avec une pénurie de médicaments et de matériel, comme ça a été le cas, assurer une forme de souveraineté européenne en matière d'accès aux médicaments. Et par ailleurs, dans un contexte de crise économique, saisir l'opportunité d'un repositionnement stratégique de la filière en Nouvelle-Aquitaine. Justement, sur ce plan de relance, on vient d'en parler et on a vu que c'était vraiment indispensable aujourd'hui pour maintenir ces entreprises, et on va en parler justement avec le représentant ici de la BPOC. Est-ce que ça vous donne de l'enthousiasme d'assister à des naissances, comme on vient de le voir avec l'entreprise, la start-up PAPS, et de voir le développement que font certaines usines du bâtiment, comme on l'a vu tout à l'heure? Qu'est-ce que ça apporte à l'élu que vous êtes? Alors, une certaine forme de fierté d'abord aussi en tant que citoyen et habitant du Lot-et-Garonne. Et vous l'avez dit, effectivement, dans le contexte actuel, on peut tous s'enorgueillir du fait que des boîtes continuent à travailler, à exister. C'est le cas, vous l'avez rappelé, de PAPS, comme un certain nombre d'autres boîtes que nous accompagnons. Là-dessus, effectivement, nous avons une forme de fierté de pouvoir voir une entreprise comme PAPS se développer ici en Lot-et-Garonne, entre deux futurs mastodontes de demain que seront Bordeaux et Toulouse. Et le Lot-et-Garonne aura, je vous l'assure, toute sa place sur cette question-là. On vous le souhaite, on viendra vérifier ça. Chez vous, Nicolas Fillon, c'est une vieille histoire maintenant, le début de l'entreprise. En revanche, ces aides, c'est une réalité. Vous n'avez pas voulu faire de PGE pour Desangos cette année, mais quel regard vous portez sur ces aides? La préfète de région disait il y a quelque temps, il n'y a jamais eu autant d'argent sur la table. Comment vous réagissez en tant que chef d'entreprise à ces aides? Je pense quand même que notre secteur de l'agriculture, même s'il a été préservé au niveau de la production, parce qu'on a tous continué à manger, et fort heureusement, il y a quand même des secteurs agroalimentaires qui sont durement touchés. La restauration hors domicile, on a complètement changé nos habitudes, et forcément on a un œil attentif à ce qui se passe dans la filière, parce que l'impact sur la production, il peut quand même arriver. Le deuxième élément, celui-là, il est quand même plutôt positif. C'est quand même, je pense, l'envie de manger local qui est en train d'émerger. Alors, ce n'est pas nouveau, mais la pandémie a accéléré le mouvement. On a fait encore plus attention à ce qu'on avait dans notre assiette. Est-ce que c'est sain? Est-ce que ça a été produit dans la région? Donc des critères qui sont en train de remonter fortement. Donc ça, moi, j'y vois quand même un encouragement aussi à la transition. Et donc, tout ce que la région ou l'État peut faire ou les acteurs financiers pour soutenir justement les acteurs économiques dans cette transition, forcément, même vu de la fenêtre de Desangos, c'est quelque chose qui nous intéresse et qui doit être porté. Donc oui, il fallait mettre en place ces dispositifs, et même si on n'en a pas bénéficié directement, par justement effet dans la filière, c'est quelque chose qui forcément est important. Et je souligne quand même que là on parle des aides de la région sur cette partie pandémie, mais Desangos quand même, qui investit 8% de son chiffre d'affaires dans la recherche et le développement, bénéficie quand même de dispositifs de soutien à travers le crédit impôt recherche, à travers aussi, on vient d'évoquer l'usine du futur, on a quand même investi 14 millions d'euros ici dans une nouvelle usine dédiée au biocontrôle à Pont-du-Casse. On a eu aussi quand même des accompagnements de la région, donc tous ces encouragements en fait pour nous permettent d'accélérer le développement de l'entreprise.
Merci. Justement, Philippe Allary, alors ce n'est pas le cas de Sangos et tant mieux pour la santé de cette entreprise. En revanche, beaucoup d'entreprises dans le Lot-et-Garonne, comme toute la région, ont fait appel au PGE. Est-ce que ce département, avec votre œil observateur privilégié, est-ce que ce département était un gros consommateur et peut-être plus consommateur de PGE que le reste de la région, que ce soit la région Oc ou la région Nouvelle-Aquitaine, selon vos références? Alors, deux éléments de réponse. D'abord, le nombre et le montant des PGE. Quand on regarde le nombre de PGE qui a été distribué en Lot-et-Garonne et qu'on le compare au poids de ce département par rapport à la région Nouvelle-Aquitaine, c'est dans le poids de la région, il n'y a pas de grosse différence. Nous, concernant plus particulièrement, le Lot-et-Garonne a été un département où nous avons distribué beaucoup plus de PGE que dans d'autres départements qui sont sur notre territoire, du fait de notre part de marché qui est importante, 20%. Ensuite, quand on regarde les montants, et là, il y a une similitude entre ce qui s'est fait dans la région et ce qui s'est fait en Lot-et-Garonne. On a un montant moyen de PGE qui est supérieur à la moyenne de la région d'à peu près 15%. Ce qui nous fait dire que les entreprises, le tissu économique du Lot-et-Garonne est constitué de petites entreprises, de professionnels qui ont certainement une trésorerie plus faible que les grosses entreprises et qui ont fait appel plus massivement au PGE et jusqu'au 25% de chiffre d'affaires. Alors, on va tous s'en féliciter, évidemment, parce que ces entreprises sont là. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même quelque chose d'artificiel? Et quand on va regarder les chiffres qu'on va découvrir avec cette infographie, on va voir qu'on a moins de disparitions d'entreprises sur l'année passée que l'année précédente. Est-ce que ce n'est pas un paradoxe? Est-ce qu'on n'est pas en train d'artificiellement maintenir des entreprises la tête hors de l'eau? Alors, effectivement, le chiffre est assez optimiste, mais je crois que la réalité est tout autre. En fait, ce qui fait la différence entre création et radiation, c'est le fait que les radiations ont beaucoup chuté en 2020 pour deux éléments. La première des choses, c'est que les tribunaux étaient fermés. Les tribunaux étaient fermés et que les procédures ont été gelées pendant tout ce confinement. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et ça a été évoqué par M. Fillon également, il y a eu versement de beaucoup d'aides au niveau national pour soutenir l'économie, soutenir les trésoreries des entreprises. Bien sûr, les PGE, vous venez d'en parler, mais il y a aussi eu les reports d'échéance. Pour ce qui nous concerne, c'est 28 000 reports d'échéance pour plus de 240 millions d'euros. Il y a eu les aides de la région, les aides du département, le chômage partiel. Toutes ces aides ont fait que les trésoreries sont pléthoriques à certains moments, du moins sur 2020, et ce qui fait que les radiations ont baissé fortement. Alors justement, cette transition, ces aides, elles peuvent prendre différentes formes. À voir, c'est que vous, Sylvie Ducos, vous êtes une spécialiste de l'accompagnement de ces entreprises et surtout de les accompagner dans la transition. Qu'est-ce que vous apportez avec Kedge vers leurs salariés? À ce jour, nous avons décidé déjà depuis 3 ou 4 ans de mettre en place le SULI-Test en lien avec l'ONU. Ce SULI-Test permet d'avoir pour chaque personne qui le passe un degré de connaissance sur la responsabilité sociétale et environnementale. Donc toutes les personnes qui viennent chez nous, que ce soit des salariés d'entreprise en formation ou des étudiants classiques en formation initiale, passent ce SULI-Test et suivent ensuite des formations qui permettent de compléter toutes leurs connaissances sur la transition en particulier. Au-delà de ce SULI-Test, nous avons organisé il y a 15 jours la fresque climat. Vous avez dû entendre parler de ça et j'encourage les entreprises de la région à aussi mener ce dispositif au sein de leur structure qui permet de voir comment on va passer de la décarbonation, des énergies fossiles à la décarbonation à ce jour et de voir également comment on va pouvoir travailler autour de nouvelles compétences qui sont absolument nécessaires à ce jour. On l'a vu autour de votre témoignage, par exemple, qui disait qu'il était maintenant important de passer ce virage-là pour aller plus loin. Au-delà de l'offre, Sylvie, c'est quelque chose qui part de la demande. Vous sentez cette forte demande? On en parlait tout à l'heure ici avec Nicolas Fillon, en voyant arriver des chefs d'entreprise, soit qui créent leur entreprise, soit qui la transforment vers ce développement durable. C'est quelque chose qui est totalement en train de passer comme quelque chose de naturel? Bien sûr, puisque je donne un exemple. Nous avons été sollicités, par exemple, par un de nos diplômés qui travaille chez Alstom pour travailler avec nos professeurs en recherche sur comment faire de la logistique à Bordeaux en travaillant par exemple sur le tramway et l'hydrogène. Vous devez être au courant de ce projet-là. Et nous sommes de plus en plus sollicités par pléthore d'entreprises pour qu'on puisse les accompagner sur ce volet-là, non seulement au niveau des dirigeants, mais également comment amener les collaborateurs à suivre ce modèle.
Justement, Tariq Lawani, puisque vous êtes pris directement par Sylvie Ducos à témoin, on vient de le voir, la région donc, a mis des moyens pour accompagner ce plan de relance, mais là on parle de la transition. Comment la région, qui a fait de ce mot-clé aussi sa politique, comment aujourd'hui vous accompagnez et comment vous encouragez la transition? Alors avec le président Alain Rousset, nous souhaitons que la création d'emplois et que la reprise économique continue, mais pas de la même manière qu'hier. C'est pour ça que nous avons mis en place Neoterra, qui est la feuille de route régionale de la transition. Là-dessus, nous avons pour ambition d'insuffler dans le cadre de nos politiques publiques et d'intégrer la transition agroécologique avec des actions très, très concrètes, comme la sortie des pesticides de synthèse, par exemple, la rénovation thermique des bâtiments, ou encore, ça a été évoqué par Sylvie Ducos, effectivement l'ambition régionale sur les batteries et sur l'hydrogène notamment. Je tiens à le dire, la région Nouvelle-Aquitaine est la seule collectivité de France à avoir opéré un basculement de l'ensemble de ses politiques publiques en tenant compte du réchauffement climatique et des transitions écologiques et sociales. Votre question était double, elle procédait aussi concernant les moyens. À titre d'illustration, je pouvais vous dire qu'en 2020, nous avons fléché plus de 42% de nos aides vers la transition pour plus de 69 millions d'euros. Ça doit vous parler, ça, comme ça, Nicolas Fillon, et ces chiffres, et ce mot. Je veux dire, entendre aujourd'hui cet élu qui représente le président Rousset et la région dire que la transition agroécologique est importante, ça fait 20 ans que vous la faites chez vous. Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que vous êtes plus entendu qu'hier? Oui, alors, bon, déjà, je pense que la région est aussi pilote pour une autre raison, c'est que ses productions agricoles historiques sont extrêmement diversifiées. Dans la Nouvelle-Aquitaine, il y a de tout, de la vigne, des fruits, des légumes, de la grande culture, donc il y a une diversité agricole qui est extraordinaire. Et j'évoquais tout à l'heure cette préoccupation de ce qu'on peut avoir dans notre assiette. Évidemment, ces cultures doivent aussi porter la transition. On est très attentif quand on mange un fruit ou qu'on mange un légume à la façon dont il a été produit et où il a été produit. Donc je trouve qu'il est assez cohérent que la région, à travers aussi son action, porte aussi ce message. Et donc on parle évidemment de moyens pour accompagner la transition, mais avoir le soutien économique au-delà des encouragements, c'est évidemment quelque chose qui va accélérer la transition. Par rapport à ça, justement, et ce virage, est-ce qu'on peut imaginer, est-ce que des fois vous imaginez ce qu'aurait pu être aujourd'hui 200 gosses si ce virage n'avait pas été pris il y a 20 ans? Est-ce que vous vous dites que vous auriez pu disparaître ou en tout cas ne pas être au niveau où vous êtes aujourd'hui? On évite en ce moment d'avoir ce type de pensée morose, parce que je pense que si on n'avait pas... C'est positif de dire qu'on a fait les bons choix. Oui, voilà, mais je crois que clairement, si on n'avait pas fait ce virage, on aurait raté déjà une opportunité formidable, parce que évidemment, c'est une aventure bien plus intéressante de se projeter dans cette transition sur les biosolutions que de faire de la résistance sur de la chimie conventionnelle qu'on sait rejetée par la majorité des citoyens. Donc déjà, ça aurait été beaucoup moins enthousiasmant. Et on a simplement eu une chance, c'est qu'on a pu faire quelque chose qui n'est pas toujours évident, c'est avoir cette vision partagée entre l'actionnariat, qui est donc un actionnariat salarié, et la vision stratégique. Et on a eu un deuxième atout, c'est la possibilité de l'inscrire dans le temps. Vous parlez de 20 ans, mais effectivement, la transition, ça ne se fait pas rapidement. Donc, il faut avoir la vision stratégique, et je crois que modestement, on l'a eu. Mais surtout, on a eu une structure d'entreprise qui a permis de déployer cette stratégie et de l'exécuter correctement. Voilà. Alors, si en plus, effectivement, on a l'encouragement de la région, on ne peut que s'en féliciter, mais je rappelle quand même qu'on a en plus une belle région agricole. Et c'est vrai que ça nous anime aussi quand on se lève le matin. Dans les entreprises, on a envie qu'il y ait du sens dans ce qu'on fait. Et tous les collaborateurs de 200 Gosses recherchent ce sens. Travailler dans une entreprise qui est inscrite dans cette démarche, on en parlait tout à l'heure aussi de responsabilité sociétale des entreprises, on développe notre RSE aussi chez 200 Gosses en ce moment pour continuer à s'améliorer, c'est extrêmement motivant. Est-ce que justement, dans cette période de crise, ce discours que vous portez et qui vous a réussi n'est pas un peu compliqué à faire entendre à certaines entreprises qui vont peut-être être en face de grosses difficultés et ils vont dire « Attendez, vous êtes gentil, ça je le ferai plus tard, mais là je vais déjà sauver ma boîte ». Ou est-ce qu'il faut justement parier sur lier les deux et se développer à ce moment-là ?
Je ne veux pas caricaturer parce qu'il y a sûrement des situations d'entreprise et des données économiques qui peuvent évidemment mettre en difficulté votre vision stratégique. Après, je pense qu'il y a une conscience et ça doit émerger dans l'entreprise. Ça doit être aussi très collectif comme effort. Ce n'est pas la vision du dirigeant. Je ne fais que porter la vision des parties prenantes et j'essaie de l'articuler avec mes fonctions. Mais il faut que ça soit quelque chose de partagé. Donc chez De Sangos, ce n'est pas ma vision, c'est quelque chose qui a émergé d'un consensus et qui est partagé par un collectif, et je crois que c'est aussi pour ça que ça marche. Donc oui, c'est possible de faire cette transition pour toutes les entreprises, mais ça demande du temps. D'où aussi la nécessité d'avoir des mécanismes d'accompagnement financier qui laissent la possibilité aux entreprises de déployer cette stratégie. Philippe Allary, justement, on entend cet exemple, ce bon exemple. Est-ce qu'il peut être reproductible et est-ce qu'aujourd'hui, les banques et la banque que vous représentez peut accompagner cette transition et est-ce que vous encouragez les chefs d'entreprise à les faire ? Alors bien sûr qu'on peut les accompagner. D'ailleurs, déjà en interne, nous on est très tourné RSE. Ça fera d'ailleurs partie de notre plan stratégique moyen terme 2022-2024. Mais pour revenir à votre question, effectivement, on est en capacité d'accompagner les entreprises dans divers domaines. Je ne vais pas tous les citer, au moins dans celui de la transition écologique. Nous on est en plein dedans ici, on en parle depuis une demi-heure. Des financements spécialisés, de la mobilité décarbonée, les nouvelles énergies renouvelables, l'éolien, le photovoltaïque, la méthanisation, tout ceci. En termes de RH aussi, on est en capacité d'accompagner les entreprises sur l'ingénierie sociale au travers de la participation et intéressement. Le troisième volet, c'est la digitalisation des entreprises. C'est pour cela que nous leur proposons des outils complètement dématérialisés pour gérer leurs flux aussi bien entrants que sortants. Et dernier point, on a parlé tout à l'heure d'innovation, nous sommes en capacité aussi de financer tout ce qui est immatériel parce qu'on sait très bien qu'en matière d'innovation, on ne finance pas forcément du matériel, mais souvent de l'immatériel. Avec notre solution Innover Plus, on est en capacité de suivre les entreprises. Merci Philippe Allary. Ça va être le temps de remercier nos invités, mais avant on va se donner un petit rendez-vous si vous voulez bien Philippe, puisque c'est le moment où habituellement on le fait en fin d'année, mais là on est en début d'année à cause de ce foutu Covid. Est-ce qu'on se donne rendez-vous pour une nouvelle édition des Néo-Aquitains ? En tout cas dans le Lot-et-Garonne. Bien évidemment. Bon, vous savez qu'on est partenaire depuis un certain temps, on va dire. Ça ne va pas nous rajeunir. Mais bien sûr, rester discret. Je pense par contre, on le voit, on s'est réorganisé, on s'est réinventé pour cette remise. Je pense qu'aussi pour les Néo-Aquitains, il faut qu'on se réinvente pour créer d'autres choses encore. On est ravis en tout cas de permettre tous les ans à des chefs d'entreprise de pouvoir témoigner, de montrer cette dynamique, on vient de le faire encore, et de voir aussi avec les partenaires de cette opération combien ce territoire peut même, entre guillemets, donner des leçons dans le bon sens du terme. En tout cas, on vous félicite, on espère évidemment que nombreux seront les chefs d'entreprise ou les représentants salariés, ça peut être partir aussi comme ça à monter des dossiers de candidature. En tout cas, pour l'instant, on va féliciter nos lauréats, on va les retrouver dans quelques secondes sur ce plateau. Je rappelle que le prix Innovation cette année est allé à la belle entreprise Cir Préfa, représentée par Hugues Philippe. Le prix Startup a été largement cité avec Cyril Rouffet, sa marque PAPS et la société Gilles Food. Et puis De Sangos, évidemment, et vous, Nicolas Fillon. Je remercie une nouvelle fois la mairie de Boué qui nous a accueillis ici chaleureusement, Madame le maire, Pascal Duguet, qui nous a dépanné, il n'y a pas d'autre mot, un petit peu rapidement pour des raisons encore de Covid. Je vous redonne rendez-vous à vous tous et à nos partenaires départementaux. Grand merci aussi. Demain à 18h sur TV7 et vous retrouverez donc l'entreprise De Sangos, qui est la vedette de notre portrait d'entrepreneur consacré demain soir à nos Néo-Aquitains. Merci et à bientôt.